Ça prend du temps à tout le monde, à ceux qui organisent, à ceux qui vont parler et à vous tous qui allez y consacrer quelques heures, mais une fois de temps en temps, ça ne s'est pas produit depuis 5 ans a priori, on peut faire un examen complet, procéder à un examen complet, les uns pour les autres, de l'activité scientifique du laboratoire Charles Fabry. Alors, ce n'est pas seulement le laboratoire Charles Fabry, c'est le laboratoire Charles Fabry qui, à l'occasion de la rédaction de son rapport à 5 ans, rédaction qui se termine, trouve que c'est une bonne occasion donc, pour organiser cette visite et qui invite tout l'Institut d'optique, le site de Bordeaux et le site de Rhône-Alpes, les services d'enseignement, les services administratifs, et chacun peut, s'il le veut, intervenir. C'est ce que vous voyez dans ce programme. Donc nous allons entendre les 7 groupes du laboratoire Charles Fabry. J'ai proposé à chaque intervenant de nous faire part de 1 ou 2 beaux projets caractéristiques de son activité. On ne veut rien d'administratif, on ne veut rien d'une liste exhaustive de quoi que ce soit. On veut entendre parler de morceaux choisis de la science qui se fait à l'Institut d'optique. Sur le plan technique, je souhaite récupérer une présentation, un exemplaire de chaque présentation. S'il y a des planches que vous ne voulez pas me donner, vous les enlevez avant de me le donner. Je récupérerai tout ce qui se trouvera sur cet ordinateur-là, et sinon j'ai une clé USB et mon ordinateur. Voilà, je donne la parole à Sébastien Aumonder pour introduire les orateurs, et je les remercie tous les deux, ainsi que Laurence, pour leur participation à la préparation de cette journée. On va parler au micro-cravate en fait. On va utiliser le micro-cravate. Finalement, oui. Non, c'est mieux pour le son. Celui-là, c'est mieux. Je sais pas, Cédric. Non, il faut changer et tout, ça prend beaucoup de temps. Bon. Bonjour tout le monde. Mets-toi là parce que approche-toi parce que t'es pas dans. Ah bah c'est pas la peine. De chaque côté. Bon, bonjour tout le monde. On est déjà en retard de 2 minutes. Et on va commencer. Donc, groupe biophotonique, apparemment, ils sont 3 à présenter. Bon. Je te laisse ça. Bonjour, donc on va commencer cette journée par la présentation du groupe de biophotonique. Alors, la première chose, c'est que comme ça fait 5 ans qu'on ne s'était pas parlé dans le cadre de ce journée, on a indiqué que c'était un nouveau groupe à l'échelle du laboratoire. Donc c'est un groupe qui a été créé en 2011 en prenant 3 équipes qui avaient en commun de travailler beaucoup avec des collègues biologistes, médecins, chimistes, et qui donc avaient aussi des problèmes communs, qui pouvaient s'entraider, qui étaient les partenaires à l'époque. Vous voyez, quand on rentre dans le laboratoire, vous les voyez peut-être par là. Donc, quand vous rentrez dans le laboratoire, il y a encore les posters de P4L, qui était le réseau d'excellence en biophotonique. Donc, on était les 3 partenaires, et progressivement, donc, on a fusionné et créé ce groupe en juillet 2011. Alors, ce groupe... Au niveau du rapport qui a été fait, on a quand même dû garder une organisation un peu en équipe parce que la plupart de ce rapport concernait avant la création du groupe. Donc on a renommé un peu les équipes en nano-bioplasmonique, imagerie biomédicale et biophysique en molécules uniques. Donc ça, c'est l'organisation en groupe et équipe. Et comme il en a été aussi fait état, on voulait voir ça en termes de thématiques et projets. Et donc, nous, en termes de thématiques et projets, on travaille surtout dans les applications biomédicales. On ne travaille pas que sur des applications biomédicales, mais c'est notre participation, notre implication active dans ces applications qui fait la cohérence du groupe. Et ces applications biomédicales, bien sûr, on n'est pas des médecins, on n'est pas des biologistes, donc ce n'est pas nous qui faisons ces manips-là. Nous, notre apport, c'est la partie des systèmes instrumentaux, c'est de travailler en collaboration et de relever, entre guillemets, les challenges que posent les problématiques biomédicales pour avoir des instruments optiques innovants qui permettent de répondre à certaines contraintes, cahiers des charges des applications biomédicales. Inversement, si nos systèmes offrent des possibilités nouvelles, on va aller vers la communauté biologique biomédicale pour leur dire vous pourriez faire ceci ou ceci avec eux. Et bien entendu, ces systèmes instrumentaux, pour les développer, ils font parfois appel à de nouvelles notions en photonique, en physique,
sur lequel on va travailler. Alors, suivant les années, on va mettre le paquet sur l'application, sur le système et sur la photonique ou la physique. Donc je ne vais pas lister tout ce qui est là, vous avez eu certainement le temps de le lire, et ce n'est pas le but de cette journée de faire des listes, comme Pierre l'a dit. Donc aujourd'hui, c'est les jeunes permanents du groupe qui vont parler. Donc Julien Moreau et Karen Perronnet vont vous donner en gros 2-3 exemples de nos activités à cette interface de la biophotonique. Merci Mickaël. Donc bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter les travaux du groupe dans le domaine de la plasmonique et l'illustrer sur quelques exemples. Et donc en particulier la plasmonique pour les applications biomédicales, ce qu'on appelle les systèmes de biopuces. Alors aujourd'hui on nous a demandé d'être pédagogique, donc peut-être déjà expliquer ce que c'est que la plasmonique, ce que c'est que les placements de surface tout simplement, puisque c'est l'outil, la sonde qu'on utilise pour aller sonder des interactions moléculaires. Alors, lorsqu'on éclaire une couche métallique comme de l'or très fine, dans des conditions très particulières, il faut que le faisceau soit monochromatique, très collimaté, polarisé, eh bien, pour un certain angle d'incidence, l'intégralité des photons incidents vont être absorbés par les électrons du métal qui vont se mettre à osciller, former des ondes de surface qu'on appelle des placements de surface. On appelle ça une résonance de placement. Donc vous pouvez voir en bas quelques images de ces placements excités à différentes longueurs d'onde, donc on les voit se propager à partir d'un point de départ. Et donc, suivant la longueur d'onde d'excitation, ils ont différentes propriétés physiques, comme la longueur de propagation ici. Et lorsque cette résonance se produit, la réflectivité tombe à 0. Et le point crucial, c'est que la position de cette résonance dépend fortement de tout ce qui se passe à la surface de l'or. La moindre perturbation va décaler cette résonance. Et donc, on va se servir de ça pour faire des systèmes de biopuces. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une biopuce? En fait, c'est un système tout optique qui cherche à détecter la présence ou pas d'une molécule cible qui va circuler dans une cuve de microfluidique qui sera plaquée sur notre surface d'or. Et ces molécules cibles vont interagir avec des molécules sondes elles-mêmes greffées ici à la surface de l'or. Et on regarde ça avec une caméra, et lorsque la molécule cible interagit avec la molécule sonde, elle déplace la résonance et on peut la détecter. Alors, à quoi ça ressemble vraiment une biopuce dans la vraie vie? Ça ressemble à ça. Donc vous voyez une petite lame d'or ici qui doit faire 25 mm, qui est posée ici sur un prisme. Et vous arrivez peut-être à distinguer au centre une espèce de matrice. Donc c'est des micro-gouttes, il y en a plusieurs centaines. Et chaque micro-goutte contient des molécules sondes, par exemple une séquence d'ADN différente qui est accrochée à la surface. Et quand on met ça dans le système, on observe ce genre d'image sur la caméra. Donc on voit des plots s'allumer ou s'éteindre suivant que des molécules cibles s'accrochent ou pas sur ces molécules sondes. Et de ces images, on peut extraire tout un tas de données biochimiques comme des cinétiques d'interaction par exemple. Alors autour de cette thématique, on a ces dernières années travaillé sur un tas de sous-systèmes pour essayer d'améliorer ces biopuces. Donc bien sûr, le cœur du métier, c'est l'instrumentation optique. Donc on a poussé au maximum les performances des systèmes d'imagerie. On les a étendus à l'angulaire, à la spectrale, à l'imagerie polarimétrique. Grâce à ces systèmes, on a pu étudier des nouveaux assemblages, nouvelles interactions sondes-cibles, donc des systèmes un peu compliqués de multiplex ADN-protéines, de sondes ADN auto-calibrées, des choses comme ça. Et malgré le fait qu'on ne soit pas du tout des chimistes, on a quand même réussi à développer une nouvelle chimie de surface qui permet d'accrocher ces molécules sondes et qui offre tout un tas d'avantages en termes de robustesse, de reproductibilité. Et donc ça a été le travail de tout un tas de docs et de post-docs, évidemment. Et une fois tout ça combiné, eh bien, maintenant on dispose de systèmes de biopuces qui sont parmi les plus performants dans la littérature. Alors évidemment, on cherche toujours à aller plus loin. Et pour aller plus loin, nos travaux actuels et, je dirais, futurs se portent essentiellement sur ce qu'on appelle la nanoplasmonique, c'est-à-dire essayer de remplacer cette couche d'or uniforme par des nanostructures d'or. Donc vous voyez ici quelques images en microscopie électronique de nos premières réalisations. Donc ici des nanocylindres, des trous, des réseaux de lignes, donc des réseaux 1D. Et sans rentrer dans le détail, l'idée principale est que ces structures étant très petites, voire plus petites que la longueur d'onde, elles ont tendance à confiner le champ électromagnétique, confiner le placement à leur surface, ce qui va améliorer la sensibilité et offrir tout un tas de nouvelles possibilités instrumentales. Donc le gros avantage ici, effectivement, c'est qu'on dispose de moyens de fabriquer ces nanostructures, en particulier grâce au travail d'Annelise et de Bunta et du nanomasqueur de l'IEF. Alors le problème, c'est qu'avant même de pouvoir fabriquer ces nanostructures, il faut pouvoir les concevoir, parce qu'il y a une infinité de formes et de tailles différentes. Donc là, on profite de la collaboration avec le groupe NAFEL, et en particulier avec Mondaire,
on dispose maintenant de systèmes de simulation, de codes numériques très performants qui nous permettent de modéliser et de prédire comment ces nanostructures vont réagir et est-ce qu'elles ont un intérêt ou pas pour la biodétection. Donc on a une thèse qui s'est terminée là-dessus, celle de Maha, et puis une thèse en cours, celle de Mitradip, juste sur ce sujet de simulation. Et on commence à avoir une salle de calcul qui ressemble à quelque chose, à notre étage, là, entièrement dédiée à ce genre de simulation. Et puis, on s'est rendu compte que pour exploiter pleinement ces nanostructures, il fallait aussi faire des développements instrumentaux spécifiques. Donc on a toujours un travail d'instrumentation qui continue à travers la thèse d'Alexandra pour développer des systèmes de lecteurs de biopuces spécifiques à ces nanostructures. Donc voilà, ce que je voulais passer comme échange ici, c'est qu'on est arrivé, je pense, à l'Institut ici à constituer un groupe où il y a à la fois la fabrication, la simulation, l'instrumentation et la caractérisation, et puis grâce à des collaborations, en particulier une collaboration historique avec Oriba, on dispose d'applications à court et moyen terme de ces systèmes pour des vraies problématiques biomédicales. Et je vais juste terminer, avant de laisser la parole à Karen, sur un sujet qui va nous occuper aussi pleinement dans les prochaines années, puisque ça fait l'objet d'une ANR, qui est d'utiliser ces structures pour un instrument spécifique et pour des problématiques spécifiques en agroalimentaire et en marqueurs du cancer. C'est de coupler l'imagerie plasmonique à ce qu'on appelle la spectroscopie Raman, qui est une méthode de spectroscopie très classique en chimie, et qui est très puissante parce qu'elle donne vraiment une empreinte digitale des molécules. Donc on va pouvoir détecter les molécules cibles, savoir si elles se sont accrochées ou non, et avoir leur signature chimique. Et ça, c'est impossible à faire sur une lame d'or uniforme, comme je vous ai présenté au début. Le seul moyen, c'est de faire ça sur des lames nanostructurées. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Karen, qui va vous présenter d'autres travaux de recherche dans le groupe. Bonjour à tous. Moi, je vais commencer par vous présenter les travaux qu'on effectue avec Nathalie, dans l'équipe de Nathalie, sur le ribosome par microscopie de fluorescence en molécules uniques. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis arrivée ici il y a quelques années pour travailler sur ce sujet et on a enfin réussi à maîtriser ce ribosome. Donc, si vous vous souvenez de vos cours de biologie, le code génétique dans tous les organismes vivants est codé sur l'ADN. Et l'ADN va d'abord être transcrit en ARN messager pour ensuite être traduit en protéines, et ce sont les protéines qui font toutes les fonctions importantes dans les organismes vivants. Et la machine qui est capable de traduire l'ARN messager en protéines, c'est le ribosome, d'où l'intérêt particulier à étudier cette molécule. Donc c'est une molécule, une macromolécule, qui est très complexe, qui est capable de venir s'assembler sur l'ARN messager au bon endroit et lire le code génétique codon par codon, c'est-à-dire par succession de 3 lettres, pour le traduire en succession d'acides aminés qui va faire à la fin une protéine. Donc c'est un processus multi-étapes, très compliqué, qui fait, je ne vous ai pas rajouté tous les facteurs qui aident le ribosome à ne pas faire d'erreur et à bien passer d'un codon au suivant. Donc pour étudier ce mécanisme, on peut avoir intérêt à se placer à l'échelle de la molécule unique, parce que vous imaginez que si on travaille sur une assemblée de ribosomes, il n'y en a pas 2 qui vont aller à la même vitesse, et très rapidement, l'information va être brouillée. Donc si on isole un seul ribosome, on va être capable de suivre l'histoire de la fabrication d'une protéine unique avec beaucoup plus de précision que si on travaille sur un ensemble de ribosomes. Donc on travaille bien évidemment avec de nombreux biologistes sur ce sujet, qui sont tous situés sur le plateau de Saclay, à Orsay ou à Gif, et ça a fait travailler pas mal de thésards et de postdocs depuis presque 10 ans. Donc ce qu'on a fait, pour faire simple, c'est qu'on a accroché un ribosome unique sur une lamelle de microscope, et on a regardé ça par microscopie de fluorescence. Donc comme c'est des objets tout petits, il faut mettre des marqueurs fluorescents pour arriver à les voir avec un microscope optique classique. Donc on a accroché 2 marqueurs fluorescents sur l'ARN messager, et le but du jeu, si on peut parler ainsi, c'est d'essayer de chronométrer le ribosome entre ces 2 marqueurs fluorescents. Donc c'est ce qu'on a fait pour plein de ribosomes uniques différents, et on a pu tracer la distribution des temps pour passer du premier jalon au jalon suivant. Et donc on a été capable de mesurer la vitesse que mettait un ribosome unique pour incorporer un acide aminé unique. Donc en l'occurrence, c'est 1 seconde. Alors ça, c'est un travail très intéressant, en particulier parce qu'on a travaillé avec des ribosomes de mammifères.
Donc, dans la littérature, on commence à trouver un certain nombre de résultats sur des études de ribosomes uniques, mais pour l'instant, les gens s'intéressent au ribosome de bactéries parce qu'il est un petit peu plus simple. Arriver à faire ça avec des ribosomes de mammifères, ça demande un effort supplémentaire, mais l'intérêt, c'est qu'après, on va pouvoir adresser des questions biologiques plus intéressantes, puisque ça peut concerner l'humain en particulier. Donc maintenant qu'on a mis en place ce système, on va essayer de placer justement des structures ou des séquences d'intérêt biologique entre nos deux jalons pour pouvoir étudier l'influence de la cinétique sur des processus biologiques particuliers. Donc je vais vous citer 2 exemples en essayant de ne pas trop vous donner mal à la tête. Donc on a des structures particulières sur l'ARN messager qui donnent du fil à retordre au ribosome et qui provoquent une erreur programmée. Donc je vous ai dit que le ribosome lisait les codons un par un, mais ces structures le font faire une faute et il se décale d'une lettre. Et donc il va se mettre à traduire une protéine complètement différente avec une probabilité qui dépend de la structure. Donc on ne sait pas trop comment ça marche. C'est un système qui est intéressant parce qu'il est utilisé par exemple par le virus HIV pour pouvoir compacter son code génétique et se répliquer plus efficacement. Donc il y a un gros intérêt à étudier ces systèmes-là. Et grâce à notre système, on va pouvoir étudier l'influence de la cinétique du ribosome sur l'efficacité de ce décalage, de cette erreur programmée. Ce qui se passe aussi dans pas mal de maladies génétiques, c'est qu'on a une mutation qui introduit un codon stop au lieu d'un codon pour un acide aminé. Et ça pose un gros problème parce que la protéine n'est pas traduite et donc on est malade. Mais il existe des molécules qui aident le ribosome à faire une faute, cette fois-ci dans le bon sens, pour remplacer le stop par un acide aminé et continuer à traduire la protéine. Mais pour l'instant, les biologistes ne savent pas trop comment optimiser ces molécules parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Donc notre système pourrait aussi permettre d'aider à comprendre l'influence de la cinétique sur ces événements. Donc je vais passer maintenant à au troisième gros point fort de l'équipe, qui est la tomographie par cohérence optique, et qui est animée par Arnaud Dubois. Donc c'est une technique d'imagerie, cette fois-ci, qui est basée sur l'interférométrie en lumière faiblement cohérente et qui permet de visualiser la structure interne d'objets semi-transparents. Donc, une des premières modalités d'OCT qui est développée au laboratoire, c'est l'OCT dite plein champ, là où l'acquisition tridimensionnelle de l'image se fait avec une caméra à partir de coupes tomographiques en face. Donc l'avantage particulier de cette technique est sa résolution spatiale qui est excellente, isotrope et qui atteint des records de 1 micromètre. L'inconvénient, parce qu'il faut bien une contrepartie, c'est que l'acquisition de l'image est relativement lente et donc on peut utiliser cette méthode que sur des tissus ex vivo, donc voilà, des biopsies. Donc pour vous montrer les performances de cette technique, je vous ai mis une image d'OCT plein champ d'une rétine et en parallèle une coupe histologique du même tissu. Donc la coupe histologique fait un peu référence en termes d'imagerie de biopsie. Donc vous prenez un tissu, vous le coupez en tranches très fines, vous le fixez, vous le colorez et vous arrivez à avoir une image de ce type avec une très bonne résolution. Eh bien l'OCT plein champ permet d'avoir le même type de résolution sans aucune préparation. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt d'une telle technique. Alors au cours de différentes thèses et post-doc, l'équipe d'Arnaud a réussi à étendre les possibilités de l'OCT plein champ en rajoutant différentes modalités d'imagerie. Donc voici quelques exemples. Ici, donc l'idée était d'imager le tissu avec 2 bandes spectrales différentes. Donc la première, aux longueurs d'onde les plus courtes, permet d'avoir une bonne résolution spatiale, une meilleure résolution spatiale, tandis que si on utilise des longueurs d'onde plus élevées, on va pouvoir s'enfoncer plus profondément dans le tissu. Vous voyez la différence quand on va plus profond. Ici, l'idée était d'utiliser le spectre de la lumière réémise par l'échantillon pour avoir des informations supplémentaires sur les tissus. Et vous voyez par exemple des mélanocytes ici qui émettent à des longueurs d'onde plus élevées et qui donnent une information supplémentaire sur le tissu. Donc quand on travaille par contre sur des tissus fibreux, comme les muscles par exemple, on peut avoir intérêt à chercher des contrastes en polarisation, parce que ces tissus ont des propriétés de biréfringence. Donc vous voyez ici un exemple de contraste de biréfringence sur un muscle de crevette. Et finalement,
on a couplé l'OCT avec la microscopie de fluorescence. Donc l'idée, c'est que l'OCT donne une information sur l'architecture du tissu, tandis qu'avec la microscopie de fluorescence, on peut marquer des molécules particulières, donc en l'occurrence ici de l'ADN, et avoir une information supplémentaire plus moléculaire. Donc l'autre point fort de l'équipe, c'est l'OCT dite fréquentielle. Donc cette fois-ci, on obtient les images à partir de la transformée de Fourier du signal interférométrique. Donc c'est une technique qui demande un post-traitement du signal un peu plus complexe, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus rapide et qui donc peut être utilisée in vivo. Donc la contrepartie, c'est que la résolution spatiale est plus faible, mais il faut quand même préciser qu'au laboratoire, ils ont obtenu une résolution spatiale de 3 micromètres, ce qui constitue un record et qui est bien mieux que ce que peuvent faire les systèmes commerciaux actuels. Alors l'application de cette technique, par exemple, pourrait être d'être une aide au contrôle de la chirurgie du laser, par laser du glaucome. Donc le glaucome, c'est une maladie qui pour l'instant n'est pas curable. Le problème, c'est qu'on a un canal dans la cornée qui s'appelle le canal de Schlemm et qui a tendance à se boucher. Et donc l'idée, c'est de déboucher le canal par chirurgie laser. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir vérifier où est-ce qu'on shoot. Et donc l'idée était de montrer que l'OCT fréquentiel était une technique qui permettait ce type de contrôle. Donc vous voyez la difficulté, le canal de Schlemm est très fin, il fait quelques microns, et il est assez profond dans le tissu, à 800 microns. Et donc l'image ici prouve que grâce à l'OCT fréquentiel, on peut effectivement imager ce canal, et donc on peut maintenant envisager de l'utiliser pour contrôler cette chirurgie laser. Donc, il y a d'autres techniques qu'on utilise dans l'équipe et dont on n'a pas le temps de vous parler aujourd'hui. Donc, en particulier, il y a une technique de piégeage optique. Et un des intérêts qu'on a eu à regrouper ces 3 équipes, c'est qu'on a plus discuté ensemble et entre autres, on a commencé à travailler étroitement ensemble. Et là, on a eu l'idée de combiner l'OCT, qui permet de faire une image tridimensionnelle d'un objet biologique, avec la pince optique, qui, elle, permet d'appliquer une force bien calibrée, contrôlée et mesurable sur un objet biologique. Donc le but ici, c'est de mieux comprendre les mécanismes qui mènent à l'athérosclérose, c'est-à-dire aux maladies cardiovasculaires. Donc c'est des maladies qui sont assez développées chez nous, qui apparaissent surtout aux bifurcations des vaisseaux sanguins et donc qui mènent à la dégénérescence des cellules et donc aux maladies cardiovasculaires. Donc on voit bien que le flux sanguin qui est turbulent au niveau des bifurcations a une influence sur l'apparition de la maladie et l'idée est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes. Donc avec la pince optique, on va pouvoir tirer sur la cellule et appliquer une force bien déterminée et avec l'OCT, on va pouvoir mesurer les déformations tridimensionnelles. Donc ça, évidemment, à nouveau, on ne fait pas ça tout seul. Hein. On a des collaborations avec donc Abdul Barakat, qui est spécialiste des cellules, de ces cellules et qui travaille à l'école polytechnique, et Nico Hildebrandt à l'IEF. Et donc ça sera l'objet de la thèse de Flavie qui vient d'arriver. Donc, concluons rapidement. On a essayé de vous présenter quelques faits marquants de l'équipe, donc qui bien sûr a commencé, on s'est regroupé récemment, donc on a continué sur notre lancée. Donc Michael et Julien ont réussi à réaliser de nouveaux imageurs plasmoniques et ont modélisé et fabriqué des biopuces nanostructurées. Dans l'équipe d'Arnaud, on a continué à développer des nouvelles modalités d'imagerie d'OCT. Nous avons réussi à mesurer la cinétique de ribosomes de mammifères en molécules uniques. Et puis, on a fait d'autres choses dont je n'ai pas le temps de vous parler. Et donc maintenant, pour marteler le message, donc l'idée est d'arriver à amener ces biopuces vers des vraies applications bio, essayer d'amener cet OCT à faire des images in vivo, donc dans la lancée de cette chirurgie du glaucome. La méthode qu'on a développée sur les ribosomes devrait nous permettre de mieux comprendre l'origine des erreurs programmées du ribosome. Et puis, comme on est ensemble, on va essayer de mettre nos forces en commun pour développer des instrumentations multimodales les plus riches possibles, de façon à explorer un maximum de processus biologiques. Voilà, je vous remercie.
vous avez des questions. Elle a droit à des questions. Et Julien aussi. Michael aussi. Les trois. On a 5 minutes encore, je crois. Ils sont mal à la tête. Écoute, on va attendre. Voilà une. Julien, tu as parlé d'améliorer la sensibilité des BioPlus, et vous avez fait un tas de choses, j'imagine. Et à l'heure actuelle, ma question est simplement, qu'est-ce qui limite cette sensibilité? Alors, sur nos instruments... Derrière ma question, c'est est-ce qu'on est au bruit de grenaille ou pas? Oui. Sur les instruments classiques, sur des lames d'or uniformes, on est au bruit de photon. On est vraiment limité par le bruit de photon. Donc on ne peut pas vraiment faire mieux, évidemment. Si on descend encore, oui, pour des sources plus compliquées, effectivement. Mais si tu me les fournis, je veux bien tester sur nos appareils des états comprimés. Mais pour l'instant, non, sur de la lumière classique, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, avec des nanostructures, pour la même puissance lumineuse, on pourra probablement confiner beaucoup plus le champ électromagnétique, donc avoir un ratio signal sur nombre de molécules plus meilleur, en fait. Parce qu'un plus petit nombre de molécules va faire un plus gros signal, parce que ces molécules-là vont être situées sur des lobes du champ électrique qu'on aura confinés à certains endroits, en fait. Il ne faut pas que je me mette ici, pardon. Ça. Je vais commenter, tu vas voir. Alors, je vais répondre sur l'OCT. Donc, effectivement, l'OCT fréquentiel permet d'aller plus vite, faire des images plus rapidement qu'en OCT plein champ, essentiellement parce que ce n'est pas le même détecteur. En OCT plein champ, on utilise une caméra CCD qui a une dynamique faible par rapport à un monodétecteur ou une barrette qu'on utilise en OCT fréquentiel. Donc, on peut aller plus vite. C'est ça la raison fondamentale. Une caméra, il faut accumuler des images si tu veux atteindre une dynamique suffisante. C'est ça la grosse limite, c'est le détecteur, en fait. Bon, merci. Je crois qu'on doit passer à Manolia. Tiens, je te laisse. Merci. Il faut le basculer sur... Ah, bah, très bien. Et voilà, parfait. Un diaporama. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une des thématiques du groupe Manolia, qui est l'optique non linéaire dans des fibres hybrides. Donc, on va définir dans un premier temps ce que sont les fibres hybrides par rapport aux fibres classiques qui sont réalisées à partir d'un seul matériau. Donc les fibres classiques, dans les fibres classiques, les fibres standards, le faisceau, donc la lumière se propage dans un cœur. Donc ce matériau, c'est en général un verre. Hein. Donc le faisceau se propage dans un cœur
sur des distances qui peuvent être très grandes avec très peu de pertes. Donc ces structures guidées sont des structures qui sont idéales pour faire de l'optique non linéaire parce qu'on peut avoir un très fort confinement de la lumière grâce à la petite taille du cœur et ce sur des grandes longueurs d'interaction. Et il y a toutefois des limitations à utiliser les fibres standards pour faire de l'optique non linéaire. C'est qu'on n'a pas de liberté sur le choix du matériau, puisqu'on n'a qu'un seul matériau. Et d'autre part, on a peu de contrôle de la non-linéarité. Alors, nous proposons d'utiliser des fibres hybrides pour répondre à ces deux limitations. Pardon. Donc, les fibres hybrides sont constituées par des structures de verre qui permettent de guider et de confiner la lumière. Et la propagation se fait dans un matériau non linéaire qui est optimisé, un liquide, dans lequel on va réaliser des effets optiques non linéaires. Alors il y a deux possibilités qu'on étudie. Donc, soit le liquide est dans la fibre. Dans ce cas-là, je vous parlerai de fibres microstructurées à cœur liquide. Soit le liquide est à l'extérieur de la fibre et on va voir qu'on peut faire de l'optique non linéaire à l'extérieur. C'est là ? D'accord. Il faut être bien confiné derrière le bureau, d'accord. Et là, je vous parlerai de nanofibres. Oui, j'ai oublié l'animation là, donc, qui vous montre la propagation du faisceau dans la fibre. Voilà. Mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Alors voici une image MEB d'une fibre microstructurée à cœur creux. Donc la dimension ici, la grande dimension, c'est 125 microns. Au centre, vous avez un cœur qui est creux de quelques microns de diamètre, qui est entouré d'une gaine microstructurée faite de trous d'air. La structure des trous de la gaine ici permet de créer des bandes de transmission dans la fibre dans laquelle la lumière va pouvoir se propager. On va pouvoir remplir tous ces trous avec des liquides et l'indice de ce liquide va pouvoir permettre de placer la bande de transmission là où on le souhaite et de pouvoir générer des effets non linéaires ou alors, au contraire, supprimer des effets non linéaires. Alors, il y a un autre avantage de ce type de fibre, c'est qu'on a un grand choix de liquides non linéaires qu'on peut mettre dans les trous de cette fibre. En particulier, l'indice peut être supérieur à celui de la silice ou il peut être inférieur à celui de la silice. Donc, je vais vous présenter deux activités autour de ces fibres microstructurées à cœur liquide. Tout d'abord, le projet de valorisation Rambio, et ensuite les sources de photons corrélés. Alors, dans le projet Rambio, on s'intéresse à faire de la diffusion Raman. Donc, en quelques mots, le RAM de Rambio, là, c'est pour Raman. Donc, en quelques mots, on a un faisceau de pompe qui est incident sur un milieu Raman. Il va perdre de l'énergie, il va céder de l'énergie au milieu, et il va en résulter une onde à une énergie qui est plus petite, donc à une longueur d'onde qui est plus grande, qu'on appelle l'onde Stokes. Donc la longueur d'onde Stokes dépend à la fois de la longueur d'onde de pompe et du milieu Raman. Donc par exemple, si on envoie un faisceau dans le verre à 532 nanomètres, si le milieu est de l'éthanol, dans ce cas-là, le premier Stokes sera dans le rouge à 630 nanomètres. Si en revanche c'est du toluène, le premier Stokes sera dans le jaune à 561 nanomètres. On peut également avoir un effet de cascade Raman, c'est-à-dire que si le premier Stokes devient très intense, il devient à son tour une pompe pour le milieu. Et dans ce cas-là, va générer par le même effet un second Stokes qui est dans le proche infrarouge pour l'éthanol à 772 nanomètres et pour le toluène qui est dans le orange à 595 nanomètres, etc., etc. Alors, il y a plusieurs applications de la diffusion Raman, en particulier l'amplification de signaux ou encore la génération de nouvelles longueurs d'onde. Et c'est ce qui fait l'objet des convertisseurs Raman pour la biologie que l'on réalise dans le groupe, donc qu'on va appeler plus rapidement les convertisseurs Rambio. Alors, ça va partir. Donc voici ici l'illustration d'un convertisseur Rambio. Alors qu'est-ce que c'est qu'un convertisseur
Rambio, c'est une fibre microstructurée dont la bande de transmission est choisie de façon judicieuse, qu'on vient remplir avec un liquide non linéaire. Ici, on a de l'éthanol. Et si on envoie un faisceau à 532 nanomètres, le faisceau de sortie de notre convertisseur sera à 630 nanomètres, donc dans le rouge. On a un autre exemple de convertisseur Raman qui est rempli ici, donc une fibre à cristal photonique, une fibre microstructurée qui est remplie de toluène. Donc si on envoie un faisceau à 532 nanomètres, la bande de transmission de la fibre est choisie de façon à stopper la cascade Raman au second ordre Stokes cette fois-ci, et on obtient du orange à 595 nanomètres. Alors nos convertisseurs Raman possèdent différentes caractéristiques. Donc à partir d'une seule source de pompe, on peut délivrer des impulsions qui sont donc de quelques dizaines de picosecondes à la nanoseconde, qui sont sans rebond, donc temporellement donc sans rebond. On peut délivrer de fortes puissances crêtes qui sont typiquement supérieures au kilowatt. Et les efficacités de conversion de la pompe vers le premier Stokes sont très élevées, de l'ordre de 80%. Les efficacités de conversion vers le second Stokes sont également élevées, de l'ordre de 40%. Donc on arrive à convertir 80% des photons verts en photons rouges ou 40% de photons verts en photons oranges, par exemple. Donc les raies des liquides sont très fines, de l'ordre de 0,5 nanomètres, et les faisceaux de sortie sont monomodes spatiaux, comme vous pouvez le voir sur ces photos, et donc ils sont compatibles en particulier avec toutes les technologies fibrées. Alors à partir de deux sources de pompe, donc à partir de deux longueurs d'onde, le 355 nanomètres et le 532 nanomètres, qui sont des longueurs d'onde de pompe typiques des micro-lasers, on peut, à partir de nos convertisseurs Raman, échantillonner le spectre entre 355 nanomètres et 810 nanomètres, donc par pas de quelques nanomètres à une petite dizaine de nanomètres. Alors, dans ce projet de valorisation Rambio, donc, nous avons réalisé un prototype qu'on a donc montré au salon Obdiag l'année dernière, en décembre 2012. Donc, voici à quoi ça ressemble. Vous avez ici le micro-laser de pompe qui est vert, qu'on envoie via un objectif de microscope dans le convertisseur Raman qui est là, la fibre verte. Et vous voyez qu'en sortie, le faisceau est rouge. Donc, il est converti à environ 80% dans le rouge. Alors, à quoi ça ressemble un convertisseur Raman? Maintenant, ça ressemble à ça, en fait. Là, c'en est un. Donc, vous avez deux cuves, deux petites cuves d'entrée qui contiennent le liquide, et le liquide est dans la fibre ici. Donc en fait, un point clé de cette miniaturisation, ça a été donc de fermer hermétiquement les fibres, de les sceller pour pas que le liquide s'échappe. Donc ça a fait l'objet d'un dépôt de brevet l'année dernière. Et actuellement, on est en train de tester nos convertisseurs Raman, enfin des manips en préparation dans différents domaines de la biologie. Donc en spectrofluorométrie chez Oriba. Nous avons également une expérience qui est en préparation en oncologie, donc avec un laboratoire de la fac d'Orsay. Une expérience également en préparation sur l'expérience de microscopie de fluorescence de Karen. Et enfin, donc, un marché potentiel qui paraît très prometteur, c'est celui du détatouage. Donc, ceux qui sont intéressés pourront venir nous voir au labo. Là, on a un petit laser. Donc, les personnes de l'Institut qui sont impliquées sont les suivantes. Donc, dans le groupe, il y a Philippe, Gilles, Mincho qui va venir nous rejoindre le mois prochain, et moi-même. Il y a également donc, Anne-Lise et Johanna qui travaillent sur le projet, et une équipe de la FIE qui va nous rejoindre prochainement. Donc là, dans le projet Rambio, on cherche à faire de façon très efficace du Raman. Pour certaines applications, en fait, on cherche plutôt au contraire à éliminer le Raman. Donc la bonne compréhension de la génération du Raman va nous permettre à l'éliminer aussi de façon plus efficace. C'est le cas des sources de paires de photons corrélés ou intriqués, fibrés, qui sont réalisées à partir de générations paramétriques par mélange à 4 ondes.
Alors, en quelques mots, dans le mécanisme de génération paramétrique par mélange à 4 ondes, on a 2 faisceaux de pompe qui interagissent avec un milieu de type troisième ordre, un milieu non linéaire, et qui génèrent une paire de photons complémentaires et signal, dont les longueurs d'onde lambda C et lambda S sont de part et d'autre de la longueur d'onde de pompe. Et donc ces longueurs d'onde sont fixées par les relations de conservation de l'énergie et de conservation de l'impulsion. Alors l'optique fibrée permet de générer ces paires de photons dans des modes spatiaux, dans un seul et unique mode spatial, et donc d'avoir une bonne collection des paires de photons générés et un couplage optimal au réseau de télécommunications fibré. Malheureusement, ces paires de photons corrélés sont gênées par le raman de la silice. Donc on va générer également du raman dans la silice, c'est ce qui va venir dégrader la qualité quantique des paires de photons générés. Là, comme vous pouvez le voir ici là, sur le petit spectre vert, c'est le spectre de la silice. Alors, les fibres à cœur liquide permettent de répondre à ce problème. En effet, les paires de photons ne sont plus générées dans la silice, mais sont générées maintenant dans le liquide. Et l'intérêt des liquides, c'est que les raies ramants sont éloignées et spectralement fines, donc il va être possible de les filtrer relativement facilement. Par exemple, ici, vous avez la transmission d'une fibre dans laquelle se propage la pompe, le signal et le complémentaire, et la raie principale raman sera mise à l'extérieur de la fenêtre de transmission. Ici, les raies ramans secondaires vont pouvoir être éliminées relativement facilement parce qu'elles sont fines. Donc actuellement, la démonstration du phénomène est en cours et donc fait l'objet de la thèse de Margot Barbier. Donc l'amplification paramétrique a déjà été démontrée expérimentalement, comme on peut le voir ici sur ce graphique, où vous avez le gain paramétrique en fonction des longueurs d'onde signal et complémentaires et de la longueur d'onde de pompe. Donc les points en blanc sont des points expérimentaux qui correspondent en fait au maximum de gains paramétriques, donc à une situation d'accord de phase. Alors dans les mois qui viennent, l'objectif c'est d'observer maintenant la génération des paires de photons corrélés et de caractériser ces paires de photons. Et à plus long terme, l'objectif c'est de développer des nouvelles sources de paires de photons intriqués. Alors là, dans tout ce que je viens de vous présenter, le liquide est dans la fibre. Maintenant, on va voir comment on fait lorsque le liquide est à l'extérieur de la fibre. Pour ça, on utilise des nanofibres. Et donc, les nanofibres... J'ai mis le truc là. Donc, les nanofibres, ce sont des fibres dont le diamètre est plus petit que celui de la longueur d'onde, typiquement quelques centaines de nanomètres. Donc, à ces tout petits diamètres, on a un très fort confinement de la lumière, donc des intensités qui sont très très importantes. De plus, on a un champ évanescent, donc un champ qui se propage à l'extérieur de la nanofibre, qui est très intense. Donc, pour se fixer les idées, par exemple, à 532 nanomètres, pour un diamètre de nanofibre de 500 nanomètres, on a plus de 60% de la lumière qui est transportée à l'extérieur de la fibre et de la nanofibre, et cette nanofibre transporte donc quelques kilowatts crête sont transportés sur des tout petits diamètres de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Alors, vous voyez que si on plonge cette nanofibre dans un liquide non linéaire, on va pouvoir utiliser le champ évanescent qui est très intense pour faire des effets optiques non linéaires. Donc ça a été le but. Le premier but que l'on a souhaité réaliser, c'est de mettre en évidence ce qu'on appelle des non-linéarités évanescentes, donc des non-linéarités réalisées à partir du champ évanescent. Et on s'est intéressé dans un premier temps à faire de la diffusion Raman stimulée, ce qui a fait l'objet de la thèse de Li Yueshan qui s'est terminée en décembre 2012. Donc le principe de l'expérience qu'on souhaitait mettre en place, là, c'est on a une fibre standard de diamètre 125 microns, on injecte la lumière dans le cœur, la lumière se propage via un taper dans la nanofibre ici, donc la nanofibre est immergée dans le liquide et la lumière est ensuite recollectée ici. Donc les photons de pompe qui sont dans le vert vont arriver dans le milieu non linéaire avec un champ évanescent qui est très important,
Ce champ évanescent va venir exciter les molécules du milieu non linéaire. Ces molécules donc, vont diffuser en un faisceau Stokes qui va avoir une longueur d'onde de 530 nanomètres, ici, si on est dans l'éthanol. Et ces photons Stokes vont se recoupler au mode de la nanofibre, puis vont sortir par l'extrémité de sortie ici. Alors, des calculs de dimensionnement nous ont montré qu'il fallait obtenir des fibres dont le diamètre était de quelques centaines de nanomètres, de 200 à 300 nanomètres, sur des longueurs de plusieurs centimètres pour pouvoir observer cet effet Raman. Donc là, c'était déjà donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à obtenir de façon expérimentale. Donc on a dû développer une plateforme d'étirage de nanofibres qui est donc maintenant disponible au laboratoire. Donc ici, en quelques mots, vous avez la fibre de silice qui est maintenue sur 2 platines de translation. Une petite flamme ici qui vient ramollir la silice, et ces platines de translation viennent tirer sur la fibre pour l'étirer jusqu'à des diamètres de quelques centaines de nanomètres. Alors ce système nous a permis d'obtenir des fibres de très bonne qualité. Sur des longueurs de 8 cm, on a des diamètres qui peuvent atteindre 200 nanomètres. Donc la qualité est illustrée par les photos MEB qui sont prises ici, qui ont été prises par Annelise OLPN. Et vous avez donc des transmissions nanofibres plus et entonnoirs, donc le système complet, qui sont voisines de 70 à 90%. Alors voici quelques résultats qu'on a obtenus avec ces nanofibres. Donc, dans un premier temps, une nanofibre qui baigne dans l'éthanol. Donc, on a un diamètre de 440 nanomètres sur une longueur de 6 cm. Et on a observé la génération du premier ordre Stokes de l'éthanol avec une efficacité de conversion qui était très élevée, de l'ordre de 50%. Avec une fibre qui a un diamètre un petit peu plus gros, de 700 nanomètres, sur toujours 6 cm, on a pu mettre en évidence la cascade Stokes dans le toluène. Donc, avec une pompe à 532 nanomètres, on a observé les 2 premiers ordres Stokes du toluène, voire même parfois le 3e ordre Stokes. Donc, ces résultats maintenant vont être exploités Donc, donc en conclusion, on a vu quelques spécificités du groupe Manolia. Nous avons acquis depuis quelques années maintenant une bonne maîtrise des fibres hybrides, tant sur la compréhension de la propagation de la lumière que sur la maîtrise des effets optiques non linéaires. Et donc, le projet de valorisation Rambio est issu de ces recherches et témoigne donc de notre volonté de démarche du fondamental vers l'appliqué lorsque c'est possible. Alors on a pas mal de perspectives sur ces fibres hybrides. Dans un premier temps, sur les fibres microstructurées, il s'agit dans un avenir relativement proche de démontrer l'intrication, la conversion en fréquence de photons uniques et d'aller ensuite vers la valorisation de ces sources de photons corrélés. En ce qui concerne les nanofibres, maintenant on va mettre à profit la plateforme d'étirage qu'on a réalisée pour pouvoir étudier d'autres non-linéarités, faire du brillouin par exemple, du paramétrique, de la génération paramétrique dans ce type de fibres, d'étudier par exemple du Ki2 de surface. On va également étudier d'autres structures. Maintenant, on peut réaliser des architectures un petit peu plus compliquées à partir de ces composants, comme des boucles ou des bobines. Et enfin, on pense également étudier d'autres verres. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Nicolas. Bien, merci Sylvie. Donc, on va continuer dans l'optique non linéaire. Cette fois-ci, on va passer dans des géométries. Donc, toujours pareil, on veut chercher à renforcer les interactions non linéaires. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser à des interactions non linéaires en régime de microcavité.
où l'objectif, ça va être de mettre en forme l'excitation, de mettre en forme les impulsions lumineuses, afin de contrôler cette interaction. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est les travaux qui ont été obtenus et les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de la thèse de Jérémy Oden. Alors pour placer un peu le contexte de l'étude, je voudrais repartir pour faire le lien avec ce qu'a dit Sylvie. On va s'intéresser à des impulsions lumineuses qui vont se propager dans des guides. Et là, on va définitivement parler de nanoguides, puisque la dimension des guides ici, c'est submicrons. C'est à peu près la largeur du guide, fait à peu près 400 nanomètres. Simplement, la différence avec Sylvie, c'est que là, ça va être des semi-conducteurs, par exemple du silicium. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, lors de la gravure et de la fabrication de ces guides, structurer le milieu. Ici, par exemple, on va pouvoir percer la membrane de trous périodiques, qui fait que la lumière, lorsqu'elle va arriver sur cette zone-là, en fait, elle va être ralentie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière va se propager d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière, tout en avançant. Ça veut dire que la vitesse de propagation va être ralentie. Si elle est ralentie, ça veut dire que la lumière va interagir beaucoup plus longtemps avec le matériau, et donc on s'attend à avoir un renforcement des interactions entre la lumière et la matière. Alors une autre façon de le faire, c'est tout simplement, vous voyez le guide ici, c'est toujours à peu près le même guide. En fait, on va mettre un défaut dans ce réseau périodique de trous, et ce réseau, en fait, cette lacune, va piéger les photons, c'est-à-dire que lorsque la lumière va arriver, sous certaines conditions que je vais vous expliquer après, la lumière va pénétrer dans cette cavité et en fait va être piégée dans ce volume. La lumière étant piégée dans un tout petit volume et pendant une grande durée de vie, permet également de renforcer les interactions non linéaires. Alors je voudrais juste souligner le fait que ces deux approches, en fait, depuis quelques années, en fait, on les a initiées dans le cadre de deux thèses, celle d'Alexandre Baron et celle de Félix Kröger. Je passe sur le fait qu'effectivement, on est capable d'exalter et de renforcer des non-linéarités par des facteurs quand même très, très importants. L'objectif étant que si on sait renforcer ces interactions, ça veut dire on va pouvoir diminuer la puissance de commande ou la puissance nécessaire à générer ces effets non linéaires. Donc là, je vais me concentrer maintenant sur les microcavités. Alors je vais essayer d'être pédagogique et donc de vous expliquer d'abord dans un premier temps comment fonctionnent en fait ces microcavités et quelle est la condition pour laquelle on va pouvoir stocker la lumière dans ce tout petit volume. Alors je reprends mon schéma. Un schéma simplifié, c'est simplement de considérer le fait que la lumière, elle passe dans un guide, et à côté de ce guide, en fait, vous avez tout simplement une cavité circulaire dans laquelle la lumière va tourner. J'ai du mal avec mon bras gauche. Va tourner en fait comme ça, et donc la lumière va être stockée à l'intérieur de cet anneau. Mais pour ça, il y a une condition, on appelle ça la condition de résonance. Il faut absolument que la longueur d'onde, donc la couleur ou la fréquence de la lumière qui rentre, en fait, est une valeur très spécifique. Ici, c'est une photographie, un instantané de la distribution du champ. La lumière, c'est un champ électrique et qui vibre en prenant des amplitudes plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et en fait, les plus et les moins sont codés par les couleurs rouge et bleu. Et la longueur d'onde, la couleur, elle est codée par le fait que vous avez une certaine période entre les rouges, donc entre les maxima de l'amplitude et les bleus et les minima de l'amplitude. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la lumière, en fait, elle arrive ici, elle vibre avec une certaine période, et elle va venir exciter et se coupler dans ce guide-là. Alors là, je vais lâcher le micro, désolé pour l'enregistrement. Et donc la lumière, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à se coupler dans le guide, et donc dans le guide, vous allez avoir aussi une amplitude du champ électrique qui va tourner, en fait, ici, autour du guide. Et le point, c'est que ici, la longueur d'onde a été choisie pour que, en fait, la longueur du périmètre de cet anneau est exactement un multiple de la longueur d'onde. Qui fait que là, ce que vous voyez, c'est que lorsque la lumière va faire un tour sur la cavité, cette lumière-là va vibrer exactement en phase avec le champ incident. Qui fait que le champ incident qui est en bas va pouvoir s'additionner et alimenter, coupler de nouveau dans le guide. Et donc, si vous voulez, vous avez toujours une situation dans laquelle la lumière qui est stockée et qui tourne dans cette cavité est toujours alimentée de façon constructive avec le champ qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je viens injecter de la lumière en fait, dans cette cavité avec une fréquence qui n'est pas exactement la fréquence de résonance? Je vais vous montrer expérimentalement ce qui va se passer. Là, vous allez observer un petit film dans lequel en fait, la fréquence du laser va être scannée ici à travers la résonance.
Et voilà ce qu'on observe expérimentalement. Eh bien, ce qu'on voit, c'est vous reconnaissez ici la lumière qui passe à travers le guide. Et quand la fréquence est exactement égale à la fréquence de résonance, vous voyez qu'il y a l'anneau qui brille. Donc ça veut dire qu'on a bien réussi à coupler de la lumière à l'intérieur du guide. Et en dehors de cette fréquence-là, eh bien, on ne voit pas de lumière dans le guide, donc on couple très, très mal la lumière dans le guide. Donc vous retenez le fait que pour stocker de l'énergie à l'intérieur de la cavité, il faut absolument que la fréquence soit au voisinage d'une fréquence de résonance de la cavité. Voilà, donc là on a sélectionné notre cavité, donc maintenant on va sélectionner le matériau. Donc je vais changer le matériau par rapport à celui de Sylvie. On va prendre un matériau qui est un semi-conducteur. Juste au hasard, on va prendre du silicium. Blablabla. Donc c'est du silicium, en fait, c'est du silicium sur isolant. C'est une plateforme, bien entendu, très populaire et dédiée, enfin compatible avec les technologies de microélectronique. Et en fait, c'est un matériau qui est transparent aux longueurs d'onde à laquelle on va l'utiliser, qui est les longueurs d'onde télécom. Simplement, maintenant, nous, on va faire l'optique non linéaire. Donc on va augmenter l'intensité dans ce guide-là. Et là, le matériau ne sera plus, le matériau ne sera plus transparent. En fait, il va y avoir la probabilité que 2 photons soient simultanément absorbés pour générer des porteurs, donc ici, des électrons dans la bande de conduction. Il y a aussi des trous dans la bande de valence. Le problème, c'est que ces électrons vont modifier à la fois l'absorption, mais aussi l'indice de réfraction du matériau. Donc là, on va commencer à avoir un problème. On veut faire l'optique non linéaire. Donc on va injecter dans cette cavité une fréquence qui est exactement la fréquence de résonance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, je veux arriver à renforcer les interactions non linéaires à l'intérieur de la cavité. Le problème, c'est que maintenant, lorsque je vais rentrer dans ce régime non linéaire, eh bien, j'ai une non-linéarité qui est une modification d'indice qui va décaler la fréquence de résonance de la cavité et qui fait qu'au début de l'interaction, ma lumière va très bien se coupler dans le guide. Simplement, au cours de l'interaction, la modification de l'indice qui va modifier le chemin optique va décaler la fréquence de résonance. Et vous voyez que mon impulsion lumineuse, qui au départ était en résonance de la cavité, ne l'est plus. Donc là, j'ai un problème, hein, puisqu'effectivement, je cherche à maximiser l'interaction non linéaire. Simplement, les non-linéarités modifient la fréquence et donc la résonance fuit devant l'excitation. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer cet effet-là? Eh bien, c'est à quoi on s'est attaché dans le cadre de la thèse de Jérémy. On l'a fait en collaboration d'une part avec donc Philippe Lalanne et Christophe Sauvant, puisqu'en fait on a utilisé une cavité qui est un peu différente, je suis désolé de l'exemple que j'ai pris. Bon, c'est une cavité qui est une cavité linéaire, c'est une cavité Fabry-Perot. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est le fait que la lumière, lorsqu'elle va rentrer en incidence sur cette cavité, si vous êtes à la fréquence de résonance, la lumière va être stockée ici, dans ces petits trous là, ici, entre ces 2 miroirs, et seule la lumière qui a résonance avec la cavité sera transmise. Si vous arrivez avec une fréquence qui n'est pas la fréquence de résonance, eh bien la lumière est réfléchie, la lumière ne va pas passer à travers cette cavité. Évidemment, il faut sonder les propriétés de cette cavité, et on l'a fait avec l'aide de Marc Hanna, du groupe de... Excuse-moi, j'ai oublié le nom du groupe, je m'y perds entre les groupes et les équipes, donc de Patrick, grâce à qui, en fait, donc, il nous a prêté un laser à fibre qui émet des impulsions qui sont de quelques centaines de femtosecondes, et en fait, qui est un laser qui est spectralement qui est extrêmement large. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, et grâce à l'expertise de Marc, Jérémy a pu monter ici, un étireur à réseau. Je ne vais pas détailler son fonctionnement, simplement ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'avec cet étireur à réseau, on est capable de filtrer le spectre et de manipuler le spectre de l'impulsion lumineuse. Donc dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filtré le spectre du laser pour prendre juste là, une largeur spectrale de quelques 2 ou 3 nanomètres. Et la chose essentielle pour nous, c'est qu'on va pouvoir manipuler la relation de phase qui existe entre les composantes spectrales de l'impulsion lumineuse. Alors je vais vous présenter souvent ces petits graphes-là. Ces graphes-là, c'est un graphe qui vous présente la longueur d'onde en fonction du temps. Je peux le faire autrement, je peux prendre ici mes 3 crayons, c'est ce que je fais en cours, et voilà, donc je vais essayer avec une main. Ici, j'ai mes composantes spectrales, et vous voyez, elles sont toutes en phase, ça veut dire qu'elles sont émises en fait au même instant. Et ce qu'on va pouvoir faire avec cet étireur, c'est qu'on va pouvoir faire soit les bleus qui sont en avance par rapport aux rouges, ou alors les rouges qui sont en avance par rapport aux bleus. D'accord ?
Bon, on va voir que c'est primordial pour notre expérience. Donc on va commencer à tester une situation dans laquelle la cavité, qui est là, on va lui injecter un spectre large. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il est très large, c'est celui-ci. Et si vous m'avez bien suivi, j'espère, eh bien en transmission, vous n'allez voir que la longueur d'onde qui est résonante avec la cavité. Donc si vous envoyez un spectre très large, mon spectre il est très large ici, ma cavité ne transmet qu'une toute petite partie ici dans le rouge, eh bien ça veut dire qu'à la sortie, j'ai mon spectre qui est très large, à l'entrée j'ai un spectre qui est très large, mais à la sortie je ne vais voir que la toute petite partie de la longueur d'onde qui est transmise, qui correspond en fait à la résonance de la cavité. Maintenant j'augmente l'intensité. J'augmente l'intensité, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais avoir une génération de porteurs qui vont décaler la résonance vers les composantes bleues, et ce qui va se passer c'est qu'à la sortie la transmission elle est légèrement modifiée, puisqu'en fait je vais avoir les composantes rouges et puis des composantes qui sont un peu jaunes qui vont se décaler, donc je vais avoir un spectre qui va se décaler vers le bleu. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait optimal, puisqu'en fait, je n'arrive pas à coupler toutes ces longueurs d'onde dans la cavité. Vous allez me dire, c'est normal, puisque la cavité ne transmet pas cette longueur d'onde-là. Oui, mais on peut la forcer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tirer sur les tireurs. Et donc ça veut dire que maintenant, on va commencer à présenter dans la cavité, ici, du rouge. Le rouge qui est dans la cavité va décaler la résonance vers le jaune. Mais en fait, le jaune est en fait en retard. On a des composantes du jaune qui est en retard par rapport au rouge et qui vont permettre effectivement de se coupler dans la résonance de la cavité. Et ainsi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir faire en sorte que la résonance de la cavité, qui au départ, on va exciter le rouge, va se décaler vers du jaune, mais comme le jaune est en retard en entrée, eh bien ce jaune va pouvoir se coupler dans la résonance. La résonance va de nouveau se décaler parce qu'on va générer de plus en plus de porteurs vers, je ne sais pas quoi, du vert par exemple, ici. Mais heureusement, le vert est aussi décalé, est en retard. Le vert va pouvoir rentrer en résonance avec la cavité, etc., etc. Et on va pouvoir tirer la résonance et l'accompagner, tout simplement, et en faire en sorte que la transmission de la cavité, qui au départ était extrêmement fine, devient extrêmement large. Et on arrive à pratiquement coupler l'ensemble des composantes spectrales dans la cavité. Si je devais chirper, enfin décaler les résonances dans l'autre sens, ça veut dire qu'au lieu de présenter d'abord les rouges, je présente les bleus, ben ça ne marche pas du tout, puisqu'en fait, la résonance ne va pas s'accompagner, je ne vais pas exciter la résonance de façon adéquate, et donc là, pour le coup, ça ne va pas du tout marcher. Donc en conclusion, ce que je vous ai montré ici, c'est en fait la première démonstration à notre connaissance, c'est la première démonstration de ce qu'on appelle l'excitation cohérente d'une résonance optique. L'excitation cohérente est très connue dans le domaine de l'excitation cohérente de transition atomique ou moléculaire, mais c'est la première fois, à notre connaissance, qu'on la met en œuvre dans une résonance optique, dans une résonance de cavité optique. Et donc, pour finir, c'est juste pour conclure, c'est le fait qu'effectivement, dans ce cas-là, en contrôlant la forme de l'impulsion lumineuse, on arrive à renforcer l'interaction non linéaire. Pourquoi on l'a renforcée? Eh bien parce que vous voyez que si on a une transmission qui est décalée plus vers le bleu, ça veut dire qu'on a généré beaucoup plus de porteurs. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré 3 fois plus de porteurs. Et en même temps, on a pu manipuler la bande passante de cette cavité en la multipliant par un facteur 10. Derrière cette démonstration expérimentale, il faut savoir que, comme vous voyez, la simulation est en parfait accord avec l'expérience. On a pu démontrer également qu'en fait, si on sait manipuler ce spectre, ça veut dire qu'on manipule la dynamique. Et si on manipule la dynamique, ça veut dire que ça peut être extrêmement intéressant pour ensuite aller étudier des objets un peu plus compliqués, par exemple de type des objets avec des microcavités couplées. Voilà, ce projet va se poursuivre avec une thèse qui est en co-tutelle avec Éric Cassan et Laurent Vivien de l'IUF, où on va étudier des structures un peu plus compliquées. Et on va nous aussi faire des structures hybrides, puisqu'on va avoir des guides qui sont des guides à fente. Des guides à fente dans lesquels en fait, la lumière va être confinée dans la fente, et on va mettre du liquide aussi, ou autre chose. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Nicolas et Sylvie. Peut-être on s'autorise une question. J'avais une question pour Sylvie. C'est les sources, comment ça se compare, les sources multilongueurs d'onde, comment ça se compare par rapport aux sources à supercontinuum? Parce qu'en bio, enfin, beaucoup de gens parlent des sources à supercontinuum. Moi, je ne connais pas le détail de ça, mais... Nous déjà, c'est pas un super continuum, hein, c'est des raies qui sont discrètes.
Et au niveau des densités de puissance, c'est beaucoup plus élevé. Enfin, on a toute la puissance qui est sur une raie. Alors que sur les supercontinuums, on a des densités qui sont réparties sur tout le spectre. Donc c'est pas du tout les mêmes gammes de donc c'est une question de puissance. Quoi. Ouais. Mais sinon, alors, au niveau temporel, les choses comme ça, c'est la même chose. Au niveau temporel, donc c'est en général dans l'ordre de quelques dizaines de picosecondes. Donc nous, on pourrait descendre à peu près dans ces gammes temporelles également. Là, pour l'instant, on est dans une centaine de picosecondes. Mais théoriquement, si on change la longueur, la source de pompe, on peut avoir des sources de pompe de on va dire une centaine de picosecondes et descendre à peu près dans les mêmes gammes. Quoi. Oui, pour Nicolas, en pratique, comment est-ce que vous les fabriquez, ces microcavités ? Les microcavités là celle qu'on a utilisée là pour la démonstration, c'est une microcavité qui avait été fabriquée en 2006, donc elle était dans un tiroir. Là maintenant, Jérémy a conçu des cavités qui ont été ensuite fabriquées à l'IEF, donc dans la salle blanche de l'IEF, et qui ont été caractérisées et qui fonctionnent très bien puisque Jérémy a testé du contrôle cohérence sur ces cavités-là. Donc en fait, on a la conception, on n'a pas la fabrication, et par contre voilà, la collaboration avec Eric Cassan est extrêmement fructueuse et donc on arrive à avoir des cavités de très bonne qualité. Bon, merci. Il semble que le temps a avancé très vite, de façon non linéaire, et on espère avec le groupe optique qu'on va pouvoir le ralentir. Ils sont où ? Okay, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais d'abord essayer de pas donner trop de sueur froide à l'audiovisuel, mais je vais avoir besoin de mes deux mains à certains moments. Donc je vais essayer de vous introduire plus que présenter les activités du groupe d'optique atomique. Je vous dirai un mot de la théorie qui me concerne un peu plus, et ensuite je passerai la parole à Vincent qui vous montrera plus en détail des résultats. Alors, on va parler d'atomes. Les atomes ici, pour moi, ils sont représentés par ces petites billes rouges et ils ont une agitation thermique due à la température du système. Ce que la mécanique quantique nous apprend, c'est que ces particules peuvent être de deux types, sont soit des fermions, soit des bosons. Les fermions sont des particules qui sont particulièrement antisociales, c'est-à-dire qu'elles refusent catégoriquement de faire la même chose que leurs petits copains dans le gaz. Au contraire, les bosons sont très sociales et ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire la même chose que leurs petits copains. Alors ce deux types de particules est très important dans la nature. Par exemple, l'aspect fermionique des électrons, c'est ce qui permet de comprendre la diversité chimique, enfin des éléments chimiques qui existent dans la nature, qui est représenté ici par le tableau de Mendeleïev. Et ensuite, chacun de ces atomes, c'est un peu plus précis que ça, mais enfin chacun de ces atomes peut être soit un boson, soit un fermion. Et les électrons sont les fermions. L'aspect fermionique des électrons est aussi fondamental pour comprendre la conductivité dans les métaux. On ne peut comprendre que par la mécanique quantique. Alors les bosons qui essayent de se mettre ensemble, ils sont aussi très importants. Dans les cas extrêmes où ils veulent vraiment faire exactement la même chose, ils vont pouvoir être décrits par une seule entité macroscopique qui va se comporter de façon extrêmement collective. C'est ce qui permet de faire des lasers en particulier, parce que les photons sont des bosons qui vont pouvoir se mettre ensemble et on va pouvoir faire des ondes cohérentes macroscopiques. C'est aussi important en matière condensée. Vous avez ici l'exemple d'un superfluide qui est de l'hélium liquide refroidi à des températures de quelques Kelvin. Pour comprendre ce que c'est qu'un superfluide, vous pouvez imaginer prendre votre bain avec de l'eau dedans. Vous savez bien que si vous mettez la main dedans et que vous essayez de bouger, vous sentez une résistance qui est due à la viscosité. Si vous faisiez la même chose dans l'hélium liquide, ce qui n'est pas recommandé parce que c'est de l'ordre de quelques Kelvin, vous ne sentiriez aucune résistance. Et c'est ça la caractéristique d'un superfluide. Alors revenons à notre gaz. Donc, pensez par exemple au gaz dans cette salle. Donc, il est constitué de particules qui ont une distance petit a les uns entre les autres.
Et dans le gaz de cette pièce, les particules n'ont pas besoin de savoir si elles sont des bosons ou des fermions, parce que le système est très dilué, et donc les particules ne se rencontrent jamais. Elles n'ont pas besoin de savoir si elles veulent faire la même chose que leurs copains, ou surtout pas faire la même chose. Ce que la mécanique quantique nous apprend par contre, c'est que ces particules ne sont pas en fait des points, mais des paquets d'ondes qui ont une certaine largeur, qui est la longueur d'onde de De Broglie, et qui est inversement proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de la température. Vous voyez que quand les paquets d'ondes vont commencer à se superposer, là les particules ont besoin de savoir si elles sont des bosons ou des fermions, et c'est là qu'on va rentrer dans le monde quantique. Alors dans cette image très simple, vous voyez que finalement la seule chose qui compte, ce n'est pas tellement les chiffres de la distance interparticule ou la longueur d'onde de De Broglie, ce qui compte c'est le rapport entre ces deux grandeurs. Et donc il y a deux stratégies pour faire une longueur d'onde de De Broglie qui est grande devant la distance interparticule. La stratégie de la matière condensée, c'est essentiellement de faire des petites distances entre les particules. Par exemple, dans ce métal, les électrons ont une distance de l'ordre de quelques angstroms et ça permet d'avoir des effets quantiques à la température ambiante. Le superfluide, là, comme je vous l'ai dit ici, il est à des températures beaucoup plus basses, de 1 Kelvin. La stratégie des atomes froids, c'est de faire des températures basses, mais en gardant un système très dilué. Et pour ça, il faut descendre à des températures qui sont de l'ordre du nanokelvin, c'est-à-dire 1 milliardième de Kelvin. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? En pratique, alors je simplifie, je m'excuse auprès des expérimentateurs, il y a essentiellement deux étapes à réaliser. La première, c'est une étape de refroidissement laser. Donc vous prenez votre gaz, là, et vous l'éclairez avec des lasers qui sont plus ou moins résonnants avec une fréquence interne de l'atome. Et puis on va utiliser l'effet Doppler, essentiellement. Donc vous imaginez que vous avez un atome qui monte vers le haut, donc il monte. Il va voir par effet Doppler une fréquence du laser qui est un petit peu supérieure à sa vraie fréquence. Et ça va modifier la pression de radiation, ce qui fait que quand l'atome monte, il ressent une force de radiation plus importante que quand il ne bouge pas, vers le bas. Et par contre, il se passe l'inverse pour le laser qui est en bas. Donc en résumé, qu'est-ce qui se passe ? On a fait un système où quand les atomes montent, ils ressentent une force dirigée vers le bas. Donc ça ralentit les atomes, c'est ça qui va produire un refroidissement. L'inconvénient de ces méthodes est qu'elles diffusent beaucoup de photons, et donc il y a aussi un effet de chauffage qui rentre en compétition avec l'effet de refroidissement, et on ne peut pas descendre à des températures plus basses que des choses de l'ordre du micro-Kelvin. L'autre chose qu'il faut faire avec ces gaz, c'est les piéger. Alors pour les piéger, il y a différentes méthodes. En fait, on peut utiliser directement les faisceaux laser qui sont là. Si les choses sont bien faites, on peut montrer que les atomes sont attirés par les zones de haute intensité. Et donc on va créer comme ça un piège qui est au centre, au point d'intersection de tous les faisceaux laser qui sont là. Alors pour descendre à des températures encore plus basses, il y a beaucoup de méthodes qui ont été proposées, notamment dans les années 80. Et finalement, celle qui marche le mieux, c'est la plus brutale. Elle consiste à prendre les atomes dans leur piège et à se débrouiller pour jeter les particules de plus haute énergie. Donc ce qui va rester va rethermaliser à une température plus basse. Et comme ça, on peut descendre à des températures de l'ordre du nanokelvin. Bien sûr, ça se fait au détriment d'une perte très importante des atomes, mais ça marche et on rentre effectivement dans le monde quantique. Alors les avantages de ces systèmes, j'en ai listé 3 essentiellement. Le premier, c'est que ce sont des systèmes très contrôlés comparés à ceux de la matière condensée en général. Vous voyez que par exemple, si on modifie la direction des faisceaux laser qui piègent le gaz, eh bien, on va pouvoir modifier le potentiel dans lequel on crée les atomes. L'autre caractéristique importante, c'est que ce sont des systèmes dilués, donc ils sont relativement simples. Ça ne veut pas dire qu'on sait résoudre les équations du mouvement, mais ça veut dire qu'on sait les écrire, en tout cas. Et ça va permettre de faire des comparaisons directes entre l'expérience et la théorie. La dernière chose, c'est que ça marche aussi bien, alors à des subtilités près, pour des bosons et des fermions. Je dirais, la pierre philosophale du domaine a été obtenue il y a à peu près 18 ans. Ce que vous voyez ici, c'est ces techniques de refroidissement qui ont été utilisées avec des bosons. Et je ne vous dis pas exactement ce que c'est que ces images, peu importe. Le point important, c'est que ce que les chercheurs ont observé, c'est que quand la température diminue à des températures suffisamment basses, eh bien, ils voient apparaître un pic dans ce type d'image. Ce pic veut dire simplement que tous les atomes se mettent effectivement dans le même état quantique, c'est-à-dire qu'ils se comportent tous ensemble. Une caractéristique des bosons. Alors, il y a 2 caractéristiques essentielles qui vont motiver les activités du groupe de ce type de système. Le premier, c'est que ce sont des systèmes qui sont cohérents. Donc, tous les atomes se mettent ensemble, ils agissent tous ensemble, et c'est très similaire finalement à un laser. Et ça va permettre de faire des analogies avec l'optique.
une chose que... par ici, ok. Donc une chose en particulier qu'on peut faire, et qui est notamment faite dans le groupe de Philippe Bouillet, c'est d'utiliser les propriétés de cohérence pour faire des interféromètres qui vont permettre donc des interféromètres qui vont être sensibles au mouvement de l'appareil de mesure. Donc par exemple, une rotation, ça va permettre de faire un gyroscope, ou une accélération, ce qui va permettre de faire un accéléromètre. On peut aussi faire de l'optique quantique atomique, donc de l'analogie avec l'optique quantique. Donc c'est ce qui intéresse notamment l'équipe de Denis Boiron, Chris Westbrook, et qui a été rejoint récemment par Marc Chénaud. Et je voudrais vous donner un exemple de ce qui a été fait. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser de l'hélium, et l'hélium a cette propriété qu'on peut le mesurer atome par atome. Ce qui est fait dans cette expérience, c'est que donc les expérimentateurs ont pris 2 condensats. Je m'excuse, je suis obligé de faire ça. Donc ils ont pris 2 condensats qu'ils ont envoyés l'un sur l'autre. Donc les particules vont se mettre vont avoir des interactions entre elles, elles vont diffuser dans un peu toutes les directions de l'espace, mais toujours par paire pour conserver l'énergie et le moment cinétique. Ce que vous voyez sur cette image ici, c'est la sphère de diffusion, donc qui reproduit exactement cette sphère où tous les atomes sont partis, et les points noirs sont des mesures directes des atomes dans l'expérience. On peut aller plus loin, donc effectivement ils sont allés plus loin, et on peut essayer de vérifier que les atomes sont bien émis par paire. Pour faire ça, ce qui est fait, c'est que on peut... donc le point fondamental est que s'ils sont émis par paire, s'il y a un atome ici, il doit y en avoir un ici. On peut essayer de vérifier ça. Alors c'est un petit peu plus délicat que ça. Pour des raisons de signal sur bruit, il faut mesurer ce qui se passe dans des zones qui sont diamétralement opposées. Donc c'est les zones rouges qui sont ici. Et le fait que les atomes sont émis par paire fait que les fluctuations de la différence du nombre de particules que vous observez ici ou là va être plus petite que si elles étaient émises indépendamment les unes des autres. Alors si elles étaient émises indépendamment les unes des autres, on aurait une statistique poissonienne qui, sur cette figure, est représentée par la ligne bleue, peu importe le détail. Quand on fait la mesure, donc sur ces zones rouges, effectivement, ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui est en dessous, donc qui est subpoissonien et qui démontre le fait que les ondes sont émises, les particules sont émises par paire. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raffiné un petit peu ça. Donc, ils prennent à nouveau 2 condensats de Weinstein, ils en voilà sur l'autre, ils vont collisionner. Alors, je crois que cette fois, c'est ces deux-là, c'est plus ce duo, ces deux-là qui vont collisionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un 3e condensat qui va vers le haut. Qui va vers le bas, je suppose, ça doit être celui-là, peu importe, il y en a 3 au départ. Donc là, il faut se rappeler que nos particules sont des bosons. Comme c'est des bosons, ça veut dire qu'ils ont envie de faire la même chose que leurs petits copains. Et quand les atomes collisionnent entre ces 2 condensats, il y a des petits copains qui sont le 3e condensat qui est là. Ce qui fait que vous allez avoir ce qu'on appelle une stimulation bosonique. Les atomes qui collisionnent vont avoir envie, pour une bonne partie, d'aller vers le bas. Et ça crée un 4e gaz que vous observez ici, parce qu'il faut quand même conserver l'énergie et le moment. Donc si vous avez stimulé par ici, vous allez aussi stimuler en sens inverse, et ça, vous voyez apparaître ici un 4e gaz. Donc la deuxième, je vous ai cité 2 propriétés principales de ces systèmes qui stimulent les activités. L'autre chose importante est que ce sont généralement des superfluides en interaction, et ça va permettre de faire des analogies avec la matière condensée. Donc il y a plusieurs expériences qui vont dans cette direction. Il y a une chose importante, c'est que les interactions vont changer un petit peu la vision qu'on peut avoir des bosons et des fermions. C'est particulièrement vrai en une dimension, donc il y a quelque chose qui occupe notamment l'équipe d'Isabelle Bouchoul. L'idée très basique de la chose, c'est de faire des systèmes 1D, où ça marche beaucoup mieux. Vous mettez des interactions répulsives entre les atomes et vous avez des bosons, et ils ne vont plus avoir envie de se mettre ensemble. Non pas parce qu'ils deviennent strictement des fermions, mais parce qu'ils se repoussent par des interactions. Et donc, on peut sentir qu'ils vont commencer à avoir des effets fermioniques. Alors, dans l'expérience d'Isabelle, donc l'expérience, si vous voulez, de très loin, c'est un peu la même chose que ce que je vous ai présenté. En pratique, c'est un tout petit peu différent. Ce qui est utilisé, ce sont des puces atomiques avec des fils extrêmement fins qui permettent de confiner très fortement
les gaz dans des directions transverses et avoir un piégeage beaucoup plus lâche dans la direction longitudinale. Donc on arrive comme ça à faire des systèmes 1D. Ce qui est représenté sur cette figure, donc qui a été mesuré dans cette équipe, c'est un peu la même chose, je passe sur les détails que précédemment, ce sont des fluctuations de nombre de particules en fonction du nombre de particules que vous avez dans votre système qui peut être contrôlé. La ligne tiretée qui est là représente ce qu'on devrait attendre dans le cas où les particules seraient sans interaction et complètement classiques, c'est-à-dire ni bosoniques ni fermioniques. Ce qui est observé ici quand on fait varier le nombre d'atomes, c'est que la statistique ici est subpoissonienne, donc ça ressemble aux bosons de tout à l'heure dans leurs interactions sur l'atome d'hélium. Par contre, vous voyez que ici, dans cette zone-là, c'est le contraire qui arrive. On a une statistique qui est surpoissonienne, et donc qui va ressembler plutôt à des fermions. La chose étonnante, que je ne vais pas essayer d'expliquer, mais qui se comprend bien dans le cadre de la mécanique quantique en une dimension, c'est que l'effet des interactions, donc qui va rendre les bosons plus ou moins fermioniques, intervient quand les densités sont basses, ce qui est un petit peu paradoxal, parce qu'on a tendance à dire que quand vous avez un gaz qui est de plus en plus dense, les effets des interactions vont être de plus en plus importants. Cette intuition, en fait, n'est vraie qu'en 3 dimensions, et elle est complètement fausse en une dimension, c'est l'inverse qui arrive. En fait, les effets des interactions sont beaucoup plus forts quand la densité est faible, et c'est ce que vous voyez ici, c'est que ces effets-là apparaissent quand le nombre de particules qui sont dans le gaz sont petits et non pas grands. C'est ce qui a été démontré ici. Pour finir, je voudrais vous dire juste un mot de la théorie. Donc, je ne vais pas vous présenter explicitement de résultats, je vais juste essayer de vous montrer, juste vous dire à quoi on s'est intéressé et où est-ce qu'on va, pour illustrer quelque chose que je vous dirai par la suite. Donc, on s'est beaucoup intéressé en théorie à des systèmes désordonnés dont vous allez réentendre parler dans une seconde. Donc, on met des atomes dans un potentiel qui est spatialement aléatoire et on regarde comment est-ce qu'ils se baladent en gros. Donc, on s'est intéressé beaucoup d'abord à la localisation d'Anderson, à nouveau dont vous allez entendre parler, en une dimension, sans interaction. Donc là, il n'y a pas de très gros problème parce que tout est analytique. Ça ne veut pas dire que c'est simple à résoudre, mais au moins on peut à peu près tout faire sur le papier. Lorsque on commence à mettre des interactions faibles, les choses sont un peu plus compliquées. On arrive toujours à faire de l'analytique, mais c'est un peu moins exact que précédemment, et donc on aime bien le comparer à du numérique. Ce genre de calcul se fait sur des ordinateurs de bureau, donc les mêmes que vous avez, même des laptops que vous avez là. C'est parfois un petit peu difficile de convaincre le CNRS qu'on peut faire des calculs scientifiques avec les mêmes ordinateurs que du Word, mais c'est le cas. Ça marche bien. Et ça met à peu près quelques heures pour résoudre le problème. Lorsqu'on fait de la localisation d'Anderson en dimension supérieure, que ce soit avec ou sans interaction, les choses se compliquent fortement et on a besoin de combiner analytique et numérique, donc ce qu'on fait. Et là, on a des problèmes, on ne voit pas tout, de diagonalisation ou d'intégration, enfin de faire des intégrales numériques. Ça se fait plus sur un ordinateur de bureau. Il faut utiliser des clusters de calcul et on utilise pour ce type de problème le cluster qui est installé à l'UMAT, donc qui est une composante de l'université, et ça prend quelques jours. Quand on commence à rentrer dans des régimes fortement corrélés, donc où les interactions ont un rôle très important, les choses se compliquent encore plus, l'analytique devient plus au niveau de faire des modèles qui permettent de comprendre la phénoménologie, mais ne résout pas le problème explicitement. On a besoin là de faire des calculs numériques de très grande taille et d'utiliser pour cela, donc en particulier on fait du Monte Carlo quantique, et d'utiliser des clusters massivement parallèles qui sont des instruments nationaux, donc, pour lesquels on fait des demandes chaque année d'heures de calcul. Pour vous donner un exemple, pour finir, ça c'est un résultat qu'on a obtenu sur la superfluidité d'un gaz 2D, donc en 2 dimensions de boson, on a regardé la superfluidité. Sur cette courbe, il y a 6 points qui sont calculés, qui sont les points noirs ici. Le reste, c'est des interprétations, des interpolations. Ça demanderait 50 ans de calcul sur un ordinateur de bureau. Donc, ce que je voulais juste vous illustrer là, c'est un petit peu le chemin qu'on est en train de prendre et qu'on a pris au cours des 4 dernières années, et qui illustre aussi le fait que le champ des atomes froids, que je vous ai très brièvement présenté, va vers de plus en plus de complexité. On a besoin d'outils non seulement expérimentaux, mais aussi théoriques de plus en plus élaborés, de plus en plus puissants. Voilà, je passe la parole à Vincent qui va vous présenter ses travaux.
vous êtes témoin que Mondaire vient de me faire perdre 30 secondes, donc merci de ne pas les comptabiliser. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une petite activité parmi toute la panoplie que vous avez pu voir brièvement présentée par Laurent, et donc qui concerne la thématique de notre groupe depuis un moment, c'est d'essayer de comprendre la propagation des ondes, ici des ondes de matière, parce que c'est un peu plus rigolo pour nous, dans le désordre. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est finalement relativement simple, et l'analogie est très proche de l'optique et de la matière condensée, c'est-à-dire que je vais parler de particules sans interaction. D'accord ? Donc on reste assez facile, et vous allez voir que normalement tout est très simple. Donc les problématiques qui nous intéressent sont en fait très multidisciplinaires. Ça peut être aussi bien la propagation des ondes, c'est qu'on prend la propagation de la lumière par exemple dans les nuages, la propagation d'ondes mécaniques par exemple ici sismiques, ou la propagation d'ondes de matière ici par exemple des électrons qui diffusent dans les matériaux, et ce qui est à l'origine de la résistance. Alors une approche qui marche quasiment tout le temps et qui a l'air vraiment naturelle, c'est finalement quand on considère la propagation d'ondes dans le désordre, c'est négliger tout ce qui est interférence. Pourquoi ? Parce que j'ai plein de phases, elles sont aléatoires. Je vais vous présenter ça tout de suite grâce à mon assistant Sébastien. Tout ça se moyenne et finalement je peux oublier complètement les interférences et tout se comporte comme si j'avais finalement des particules classiques qui diffusent dans la lumière, là, donc une marche aléatoire. Ce qui peut ressembler par exemple à l'allure d'un subopticien très tard le jeudi soir si vous le croisez dans les couloirs. Donc ça c'est bien, mais nous le mot classique on n'aime pas trop. D'accord ? On les préfère si c'est un petit peu plus quantique. Donc en fait, cette approche, elle marche bien, mais pas tout le temps. Et en fait, il se trouve que les interférences peuvent vraiment survivre, dans certains cas spécifiques dans le désordre, et ça donne des effets assez spectaculaires et non négligeables. Un exemple le plus frappant, c'est la localisation d'Anderson, où si je mets même un petit peu de désordre, finalement, donc j'avais par exemple les électrons qui se baladent dans ce fil-là, j'avais un petit peu d'impureté, pardon, mais c'est pas très pratique le truc. Donc il y a beaucoup d'impuretés et d'un coup, hop, finalement ça va se localiser, je ne peux plus avancer, donc je passe de conducteur à isolant. D'accord ? Donc ça c'est vraiment spectaculaire. Alors moi je ne vais pas insister là-dessus, contrairement à ce qu'a dit Laurent, parce que c'est un petit peu plus long et juste pour dire, on a fait quelques résultats depuis un moment dessus, donc qui ne marchent pas. Moi je vais vous présenter un truc plus simple, ce qui s'appelle le phénomène de localisation faible. On peut voir comme un précurseur de ces phénomènes de localisation d'Anderson, qui est le coherent back scattering en anglais, le pic de rétrodiffusion cohérente. Alors, pour comprendre ça, la situation est la suivante. On va envoyer une onde, ici une onde plane, sur un milieu diffusant. Donc la lumière peut se propager, comme je vous ai dit, suivant différents chemins, et je vais regarder l'intensité diffusée dans une direction. Alors, si je fais ça, en fait, il faut que je tienne compte de la phase des différents chemins. Là, j'en ai mis deux, mais j'en ai plein. Et donc, si mon désordre est fixe, là, j'ai une relation de phase qui est aléatoire, mais elle existe, et donc ce que j'ai, c'est un phénomène d'interférence multiple aléatoire, qui est bien connu en optique, qui est un speckle. D'accord ? Le point ici, c'est que par contre, cette réalisation, si je bouge rien, Seb, c'est bien, il n'a pas bu trop de café, ça ne bouge pas. D'accord ? Donc j'ai vraiment les interférences. Mais dès que je moyenne, ces interférences vont disparaître directement, parce que ces effets de phase sont tellement sensibles au désordre, dès que je bouge la position de mes diffuseurs, tout ça s'annule, et finalement, je n'ai plus qu'un éclairant moyen, exactement ce que j'aurais si j'avais négligé au départ ces effets d'interférence. D'accord ? C'est ça, ce que je vous disais, ça marche très très bien. Donc là, la seule différence, c'est qu'il regarde en transmission, là, et puis nous, on regarde. Je vous ai fait un schéma réflexif. Donc ça marche quasiment tout le temps, sauf dans un cas très précis, où je regarde, cette fois-ci, exactement, merci Seb, on regarde exactement dans la direction rétroréflexion. Je ne demande pas à Seb de mettre son œil là dans la réflexion du faisceau laser parce qu'il est un petit peu violent. Mais donc si je regarde exactement dans cette direction-là, vous voyez qu'à chaque fois que j'ai un chemin là ici, finalement par retour inverse de la lumière, l'autre existe aussi. Les phases sont exactement identiques puisqu'ils parcourent le même chemin. Donc à chaque fois, ça interfère constructivement. Et ça, quel que soit le désordre. D'accord ? Donc cet effet, il va résister au Moyen-Âge et il est violent. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'ai un chemin qui existe, donc ça veut dire que j'avais une probabilité de revenir, j'ai l'autre qui existe aussi. Et donc, les interférences, ceux qui le connaissent, ça fait en fait une amplification d'un facteur 2 quand c'est en phase. D'accord ? Donc, pour chaque chemin, je fais x2. Donc, pour l'ensemble des chemins, je fais x2. Donc, c'est 100% d'augmentation. D'accord ? Ce n'est pas un micro-effet d'interférence. Donc, si je regarde dans la bonne direction, le seul problème, c'est que c'est assez localisé dans cette direction-là, mais c'est un effet macroscopique. Alors, ça, c'est bien connu en optique et ailleurs. Donc, avec des ondes classiques, ça a été observé dans plein de systèmes. Alors, c'est
ne taille pas beaucoup, mais ça c'est en optique. Ceux qui arrivent à lire, là vous avez le fond normal, là s'il n'y a pas d'interférence, et un facteur 2, donc c'est sur quelques degrés. Alors il y a des systèmes un peu plus exotiques, par exemple ça a été vu avec des ondes sismiques, hein, on tape à un endroit, pop, et on regarde si l'onde revient quand même. Et alors là c'est dommage, on ne voit pas grand chose, mais pour vous expliciter aussi un peu la géométrie et ce qu'on s'attend à voir, ça c'est ce qu'a vu la sonde Cassini. Donc elle regarde là, les anneaux de Saturne quand elle a le Soleil dans le dos. Donc le Soleil arrive comme ça, là. Donc finalement, ce qu'elle voit, c'est la direction rétrodiffusée. Et là, clairement, il y a une augmentation significative. Vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment un effet macroscopique de cet effet. Donc nous, ce qu'on va essayer à faire, c'est bien connu avec des ondes classiques, on va essayer de le faire avec des ondes de matière. Donc typiquement, ce que je vais vous montrer là, dans la suite, c'est ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on va non pas envoyer une onde, enfin donc un laser, mais une assemblée d'atomes froids avec une vitesse là, bien définie vers le haut. Et on va la faire diffuser. Alors pour faire diffuser, il faut que j'ai un milieu diffusant. Alors Laurent l'a dit un petit peu, on peut utiliser finalement l'interaction avec la lumière pour agir sur le mouvement des atomes et créer des potentiels qui reflètent en fait exactement le profil d'intensité lumineuse. Ici, il faut que je fasse ici un profil d'intensité lumineuse aléatoire. Ça tombe bien parce que vous venez de voir qu'on pouvait le faire, donc je ne vais pas faire revenir Seb, mais vous avez vu l'image. C'est exactement la même chose qu'on fait. D'accord ? Je prends un laser, je le mets sur un milieu diffusant, donc typiquement cette plaque-là, ici, et là je me focalise sur les atomes, et donc au niveau des atomes, ce que j'ai, c'est une répartition aléatoire de points lumineux et de points sombres. Et ça va servir de potentiel diffusant pour mes atomes. Donc, je les ai envoyés, ils vont se balader dedans, et au bout d'un moment, la troisième étape, on va éteindre le désordre et on va regarder la distribution de vitesse. Vous voyez, au début ils allaient comme ça, donc ils peuvent avoir changé, et puis la vitesse, donc normalement on s'attend à ce qu'elle soit répartie aléatoirement dans toutes les directions. Et ce qui va nous intéresser, c'est de regarder, est-ce que je peux constater une augmentation significative de la probabilité d'avoir une vitesse, je les ai lancés vers le haut, est-ce que je vais augmenter la probabilité de diffusion vers le bas? C'est ça qu'on va regarder. Alors juste avant de vous présenter très rapidement les résultats, quelques ordres de grandeur. Pourquoi ils doivent être froids? Ça a été dit un peu par Laurent. L'idée, si on veut exacerber les phénomènes quantiques, c'est lié à la longueur d'onde de De Broglie. Donc là, normalement, il y avait une onde, mais elle a disparu. Et ça, c'est lié à c'est inversement proportionnel à la vitesse. Ce qui veut dire, c'est que plus j'ai une vitesse faible, la vitesse est liée à une question de température, plus j'ai une vitesse faible, plus cette longueur d'onde de De Broglie augmente. Un argument naïf avec les mains, mais qui marche bien, c'est que si je veux avoir un comportement quantique là, lors de la propagation de mes atomes dans le désordre, il est important que cette longueur d'onde de De Broglie ne soit pas ridicule, comme la mienne ici actuellement, mais typiquement de l'ordre de grandeur des obstacles que je vais rencontrer. Alors ceux qui sont spécialistes de Speckle, qui est quasiment tout le monde ici à l'Institut d'optique, savent par cœur que cette taille-là, en fait, c'est rien d'autre que la limite de diffraction. Si vous ne savez pas, vous devez me croire sur parole, mais l'idée, c'est que de toute manière, c'est la chose la plus petite que je peux faire avec la lumière, et ça, c'est typiquement quelques microns. Donc l'ordre de grandeur que j'obtiens si je fais ça, c'est des vitesses de quelques millimètres par seconde. En termes de température, ça correspond à peu près à 100 nanokelvin. Donc je pondère un petit peu ce que disait Laurent, parce que ça ne marche pas très bien avec mon discours. Quand on fait un condensat, c'est plutôt 100 nanokelvin. On dit nanokelvin, c'est un peu comme les gens qui font du nano quand ils sont à 100 nanos, quoi, enfin, 900 nanos. D'accord? Donc, le point, ça, c'est pas très difficile finalement. Le point un petit peu plus technique, c'est finalement le phénomène que je vais montrer, il est très dépendant de ce qu'on appelle la cohérence temporelle et la cohérence spatiale, c'est-à-dire qu'on veut être monochromatique, on veut une longueur d'onde, on veut une vitesse en onde au départ. Si je mets plein de vitesses, je vais moyenner cet effet et ça ne va pas très bien se passer. Donc ce qui est important, c'est que la distribution en vitesse doit être beaucoup plus faible que ça. Et là, ça commence à être technique parce que si je mets, par exemple, 1/10, c'est ce qu'on a réussi à faire dans les NIP, à peu près, de l'ordre du millimètre ou en dessous, ça va descendre au nanokelvin. Et ça, nanokelvin, il n'y a déjà pas beaucoup de manips qui font du nanokelvin sur les expériences. Et vous allez voir, en fait, on a réussi même à descendre un peu en dessous. Donc, c'est des atomes ultra froids qu'on va utiliser dans la suite pour pouvoir avoir cet effet. Ils sont vraiment très froids. Alors, ça tombe bien parce que, en fait, pour toutes les thématiques d'Anderson, on a vraiment travaillé depuis un moment pour exacerber ces effets et donc on est assez froid. Voilà. Donc, je passe au manip. Alors, vous doutez bien que je n'ai pas le temps de décrire tout l'appareil expérimental, juste une vue très brève. Alors là, il y a plein de choses qui ne sont pas là forcément tous en même temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par créer ce condensat là, par évaporation, comme l'a décrit Laurent, ici au centre, la caméra dans des faisceaux optiques. Et alors, on a bien bossé là, parce qu'on est arrivé à peu près à 150 picokelvin. Alors 150 picokelvin, il faudrait qu'on regarde, mais si on voulait poser ça au Guinness Book, je crois qu'on pourrait, parce que je crois que c'est vraiment l'échantillon d'atomes froids le plus froid jamais observé dans les labos. En tout cas, écrit dans les tuyaux.
c'est pas ça qui nous intéresse ici, mais techniquement, c'est intéressant. Donc, on a cet échantillon, et ce qu'on va faire, en fait, il a un petit moment magnétique. Donc, avec les bobines, là, on va lui faire un petit kick pour lui donner une pichenette pour qu'il aille vers le haut. D'accord ? C'est parti. Et à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est soit on allume le désordre et on regarde la propagation, soit on l'éteint et puis on regarde la vitesse initiale. D'accord ? Alors le point important, c'est que tout ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas ce qui se passe ici au centre, là, quand les atomes se propagent dans le désordre, mais c'est les distributions en vitesse. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est que je monte vers le haut, je descends vers le bas. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans le désordre. Alors pour voir ça, en fait, il faut voir que là, la caméra est ici, et donc je vais imager par fluorescence. Si je prends la vitesse juste quand je viens de donner le kick, typiquement mes atomes, ils sont là. Je ne vais rien voir, je vais juste voir que les atomes étaient au centre, pas d'information sur la vitesse. Pour voir la vitesse, l'astuce, c'est simplement de les laisser se propager, d'attendre un petit peu, j'ai préparé. J'attends ici quelques centaines de millisecondes. Si les atomes avaient la vitesse vers le haut, ce que je vous ai dit, ils vont se déplacer. Voilà. Comme je sais exactement combien de temps j'ai mis, je prends mon image au bout d'un moment, et finalement, je regarde les positions, et je peux en déduire la vitesse. Je sais combien de temps, la distance qu'ils se sont déplacés, combien de temps j'ai la vitesse. Donc, je ne détaille pas beaucoup plus, mais là, ce que vous avez, c'est vraiment, vous pouvez considérer là-dessus, une mesure de la distribution en vitesse, et pas du tout ce qui se passe localement quand je me propage dans le désordre. Alors là, vous voyez que par exemple, j'ai une vitesse bien définie, qui est centrée autour de quelques millimètres par seconde, et une dispersion en vitesse très faible, une fois de plus, là, parce que je suis très froid. Si j'étais plus chaud, le nuage, il ferait ça. Il monterait, mais il ferait. Donc ça, c'est la distribution initiale, je n'ai pas allumé le désordre. Maintenant, je peux refaire la même chose. Donc je prépare mon nuage, j'allume le désordre, je le laisse me propager, et je le laisse s'étendre pour regarder les vitesses, et ce que j'essaye de voir, c'est est-ce que ça va vers le bas. Donc, ce qu'on voit, les images typiques qu'on a, c'est ça. Donc on ne le met pas très longtemps. Ça veut dire qu'à ces échelles-là, il a fait 1 ou 2 diffusions. Donc il commence à se balader dans le désordre, mais l'échelle est 1 milliseconde, donc on fait tchac, tchac. D'accord ? Ça va très vite. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont quand même commencé à diffuser. D'accord ? Le pic ici central, il y a une partie des atomes, il y en a encore qui sont là, parce qu'ils continuent à aller tout droit, ils n'ont pas encore été diffusés, mais ils commencent à se répartir sur un cercle ici. Alors pourquoi c'est un cercle ? Ce n'est pas les atomes qui se répartissent sur un cercle, c'est les vitesses. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, là, si vous avez l'image, donc là, je regarde les directions, et c'est isotrope, et c'est sur un anneau parce que je considère des diffusions élastiques. Donc la vitesse, la norme ne change pas. Donc je fais des belles images avec des anneaux, et là, vous voyez un petit truc qui nous intéresse, c'est qu'on voit que ça commence à s'augmenter juste là, dans la direction exactement opposée à la direction initiale. Et puis, je peux regarder à plusieurs temps, et vous voyez que cet effet, il est clair. Là, vous avez vraiment un signal vraiment d'augmentation exactement dans la direction opposée. Donc ça, c'est rien d'autre que le signal de coherent base scattering, donc il y a un effet vraiment d'interférence quantique pour des atomes. C'est quand même des particules que j'envoie au départ. Donc je vous remets la même image parce qu'on la trouve jolie, mais c'est la même physique. Donc voilà, donc vous avez le pic initial, vous voyez que là, l'image que je vous ai montrée la première, c'était là. Donc ça commence à diffuser, on voit à peine l'anneau. Là, on le voit bien qui se forme avec la vitesse qui commence à augmenter, là en arrière, et hop. Donc là, il y a clairement un signe très clair de rétrodiffusion vers l'arrière, donc de particules. Pour vous donner une image, si on essaye d'en faire une, par exemple, c'est vous regardez l'arrivée du marathon à Paris. D'accord ? Vous êtes de la vue d'avion, et puis vous avez la place de l'Étoile, donc ils peuvent partir dans plein de directions. Alors, le marathon, c'est sympa parce qu'ils arrivent effectivement très lentement, donc les effets quantiques, il y en a un max à ce moment-là. Et finalement, c'est comme si en regardant vue d'avion, là, il y avait un flux de coureurs qui repartaient exactement dans le sens opposé. Ça pourrait poser problème, donc heureusement, il y a peu d'effets quantiques à l'arrivée du marathon. Mais c'est ça l'idée, d'accord ? C'est vraiment des particules et c'est un effet complètement quantique. Alors voilà, donc ça c'était juste un peu une belle image. Juste pour finir, un dernier slide pour vous expliquer un peu la philosophie de ce qu'on fait. Finalement, là, cet effet-là, et je vous l'ai dit, le coherent base scattering, on n'apprend pas grand-chose de nouveau. On peut fitter tout ça, mais il n'y a pas de vrai challenge théorique ici. Mais le point intéressant, c'est qu'on voit les choses de manière un peu différente. On a des outils différents, ça n'a jamais été observé comme ça. On voit vraiment toute la distribution en vitesse, etc. Et ça stimule pas mal les théoriciens. Alors pour être honnête, c'est vrai que nous, on profite aussi de leur stimulation parce que c'était une idée des théoriciens donc à Singapour. Mais là, ils viennent de découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas du tout. C'est que si on regarde un peu plus loin, donc je ne détaille pas plus que ça, mais on met un peu plus de désordre, donc on va passer de la localisation faible à la localisation forte, c'est-à-dire la localisation d'Anderson. Et là, il y a des choses qui sont un peu dans le domaine temporel. C'est-à-dire qu'au début, la localisation d'Anderson, je commence à diffuser. Donc, tout se passe comme avant. Là, c'est le pic de coherent base scattering. D'accord ? Au début, les temps initiaux étaient là, ils étaient ici, donc ils ont tourné. Quand je commence à localiser, ce qui se passe, la distribution, en fait, ils ont réalisé que la distribution d'impulsion changeait drastiquement avec l'apparition d'un pic, là, qu'ils appellent le pic jumeau, complètement opposé à celui d'avant.
Donc ça c'est bien parce que si je m'arrête, il faut qu'au moins ma distribution d'impulsion soit symétrique, sinon je continue à reculer vers le bas. D'accord ? Le point clé ici, c'est que finalement, donc, tout ça, ça a été fait dans le cadre des atomes froids, des théoriciens qui travaillent avec les atomes froids, des manips d'atomes froids. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement générique. Ça peut être observé avec n'importe quel système, aussi bien acoustique, onde, mécanique, enfin, tout ce que vous voulez. Et ça n'a jamais été observé. Donc finalement, ces études où on reprend des phénomènes un peu classiques, puis on les fait avec nos méthodes à nous, permettent aussi de stimuler la nouvelle connaissance. Et c'est quand même ça l'intérêt de faire de la recherche. Ce n'est pas juste reproduire et s'amuser avec des effets quantiques. Et là, par exemple, ce phénomène n'a encore jamais été observé, donc on espère qu'on va y arriver. Juste pour finir, voilà une photo, juste pour une fois de plus, hein, on a présenté une toute petite partie de l'activité, il y a énormément, donc on a 8 groupes, là, donc plein d'étudiants, voilà, on les remercie tous au nom de tous les permanents. Et aussi, je voulais dire un grand merci au service, voilà, j'ai oublié encore une faute d'orthographe, électronique, mécanique, donc quelques photos, vraiment la résolution est très moche, mais juste aussi pour vous dire, j'ai un peu skippé toute la partie expérimentale, mais il y a beaucoup de lasers, beaucoup de choses, enfin en tout cas ceux qui travaillent avec nous et qu'on sollicite savent qu'on les sollicite pas mal. Voilà. Merci à tous. Bon, place aux questions. Avant la bonne nouvelle pour la pause. C'était ultra clair. Ouais. Oui, tu as le droit. D'avoir des atomes pour faire ça? Non, le choix de l'atome en question. Non, c'est juste qu'on sait le refroidir. Voilà. Et en fait, ça serait même mieux d'avoir maintenant, on sait refroidir toute une classe, c'est un peu historique. Le rubidium, c'est dans les premières classes, espèces d'atomes qui a été capable de refroidir. Alors maintenant, on peut descendre, il y avait le tableau de Mendeleïev dans les alcalins, là. Souvent c'est quand même ceux-là qu'on peut faire. On peut faire aussi de l'hélium. Hein. Et plus ils sont légers, mieux c'est, parce que sur la longueur d'onde de De Broglie, on gagne à chaque fois. Mais non, il n'y a pas un choix spécifique, c'est juste des ondes de matière. En fait, il faut surtout plein de lasers. Donc les 2 lasers, c'est très commode. Bon, une autre question. Sinon, place à la pause. Et on se donne rendez-vous en principe théoriquement à 11h. C'est bon, on a le temps.